Bon, bonjour Laurie. Alors, Bonjour. je te remercie de nous accorder un petit peu de temps et on a voulu discuter un petit peu avec toi pour parler de l'autoconservation des ovocytes. Alors, c'est vrai que toi, tu es une des rares personnalités publiques à avoir parlé de ta maladie, l'endométriose, à avoir parlé aussi du fait que tu es allé autoconserver tes ovocytes. Et donc, comment expliques-tu que le tabou, en fait, persiste quand même sur ces questions de la santé des femmes? Bah, écoute, j'ai l'impression déjà qu'il y a quand même une amélioration. Parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus de personnalités à parler d'endométriose. Peut-être moins d'autoconservation, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau endométriose, il y a pas mal de monde. Il y a Laetitia Milo, il y a Imani, Enora Malagré. Enfin voilà, il y a plusieurs filles qui en ont parlé. Après, c'est sûr que par rapport à l'autoconservation, je crois que je suis la seule, si je ne me trompe pas. Mais ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un tabou sur tout ce qui touche ces maladies féminines, en fait. Comme si c'était dû à une sorte de mémoire collective, tu vois. Cette mémoire collective, en fait, c'est comme si les femmes, en fait, avant leur rôle jusqu'à pas si longtemps que ça, hein, leur rôle, c'était de procréer, de faire des enfants. Et comme si on nous avait mis dans notre corps et dans notre tête, si tu as du mal à faire des enfants ou si tu n'y arrives pas ou si c'est pas possible pour toi, comme si c'était une honte, comme si c'était pas normal, comme si on était différente. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est dû à cette société où on met la femme toujours dans des personnes dans des cases. Et je pense que même si aujourd'hui on arrive de plus en plus à casser ces codes, à casser un petit peu ces tabous, effectivement, il y a toujours c'est cette honte qui est très présente, alors qu'il faut se l'enlever parce que franchement, c'est pas, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, je pense que c'est dû peut-être à ça, à la société qui nous entoure. Et c'est vrai que les actions que vous avez pu faire les unes et les autres, les actions un peu publiques, ça a aidé aussi à faire avancer le schmilblick aussi un peu plus vite. Donc ça, c'était intéressant. Oui, bah, c'est vrai que le fait de prendre la parole quand on est quelqu'un de connu, on peut faire passer des messages. Vous aussi, toutes ces belles associations, tu vois, BEMP, vous faites avancer les choses, vous nous ouvrez les yeux sur plein de trucs, hein, tu nous informes sur tout ce qui se passe, les avancées, les lois, enfin, tu vois, et tous vos combats, c'est génial, quoi. Je pense que c'est vraiment pour faire justement casser tous ces tabous, c'est un travail collectif, c'est un travail qu'on doit tous faire ensemble pour y arriver. Ouais. Alors, donc toi, à un moment dans ton parcours de vie, tu as fait autoconserver tes ovocytes. Et je voulais savoir ce que cette démarche-là, en fait, elle t'avait apporté ou qu'elle t'avait permis. Parce qu'aujourd'hui, la loi a changé, mais à un moment donné, on pouvait faire autoconserver ses ovocytes que pour motif médical. Et même dans ce cadre-là, c'était difficile de le faire. Donc toi, qu'est-ce que ça... Déjà, pourquoi tu as été obligée de le faire? Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, en fait, j'ai fait ça, c'était en 2017. Donc effectivement, j'ai pas eu le droit de le faire en France, même si j'étais atteinte d'endométriose parce que j'étais pas assez atteinte pour eux. Je sais pas ce qu'il leur fallait, mais enfin voilà, c'était quand même, j'avais quand même eu des opérations qui étaient assez compliquées. Mais bon, pas de souci. On me dit, voilà, à cause de ton endométriose et avec l'âge que tu commences à avoir, comment te faire comprendre que tu n'es plus toute jeune? Merci bien. Eh bien, ça serait bien de conserver tes ovocytes. Je fais, ok, super, génial, on le fait où? Moi, je suis dispo, on le fait demain. Ah bah non, tu peux pas le faire en France. Ok. Donc, je suis allée en Espagne pour le faire. Et puis, je regrette pas parce que, au contraire, ça a été vraiment un soulagement de me dire, voilà,
j'en avais pas beaucoup, j'en avais que 5. J'ai 5 ovocytes qui sont quelque part congelés. Si j'en ai besoin, ils sont là. Enfin voilà, ça a été en fait, ça m'a permis d'être plus sereine, moins stressée, moins prise par le temps. De se dire là, vite, vite, j'ai tel âge, je suis toujours célibataire, parce qu'à l'époque j'étais célibataire. Vite, vite, il faut que j'aille conserver mes ovocytes parce que le temps passe et puis j'ai pas toute la vie devant moi et puis un jour je pourrai plus et puis donc ça a été vraiment le fait de faire ça, ça a permis de retrouver une certaine j'étais plus sereine. Voilà. Ouais. Plus sereine, moins stressée, moins à me dire oh là là, vite, 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 j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête, faut que je me dépêche, quoi. Voilà. Et est-ce que tu avais aussi connaissance du fait que qu'il faut quand même un certain nombre d'ovocytes pour éventuellement obtenir une grossesse? Oui. Oui, on m'avait dit qu'il fallait en moyenne une dizaine, 10-12 ovocytes pour pouvoir avoir une grossesse. Moi, j'en ai eu 5, donc à ma première autoconservation. Après, j'ai essayé, donc ils m'ont dit c'est pas suffisant, il faut refaire. Donc j'ai repris les piqûres, rebolote, et au moment de se dire bon bah voilà, on va y aller, j'ai fait une écho et il y en avait que 2 ovocytes qui étaient tout petits, qui n'étaient pas super, et là ils m'ont dit bah non, ça sert à rien, on va pas t'opérer pour ça parce que ça se trouve en plus ils sont pas top. Donc voilà, j'avais repris une série de piqûres pendant les 10 jours là, et au final pour ne pas aller jusqu'au bout parce que ils n'étaient pas assez bien. Voilà. Et donc c'est suite à ça en fait que tu t'es mobilisée au niveau politique, on va dire, parce que tu avais écrit au ministre de la Santé, je crois, et tu l'avais rencontré justement sur ce sujet de l'autoconservation pour lui dire il faut que vous ouvriez les portes et il faut qu'en France on puisse faire de l'autoconservation. Oui, c'est ça. En fait, j'avais à l'époque, j'avais écrit une lettre ouverte sur Huffington Post. Et puis ça avait vraiment fait écho parce que de là, j'ai tout de suite reçu des messages et j'ai tout de suite été invitée par la ministre de la Santé à l'époque, qui est Agnès Buzyn, qui m'a gentiment fait venir dans son bureau. On a parlé, on a échangé sur le sujet, et à l'époque, elle avait très très envie de faire bouger les choses et d'avancer. Et ce qui était prévu, il y avait des réunions de prévues avec des professionnels, tout ça. Elle m'avait demandé de venir et tout. Donc oui, c'était important pour moi parce que je me suis dit, moi j'ai la chance de pouvoir y aller parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un coût parce qu'il faut aller en Espagne, il faut payer le billet de train ou le billet d'avion, il faut payer l'hôtel, il faut payer la clinique, il faut pouvoir s'absenter de son travail pendant quelques jours. Est-ce que les enfants, s'il y a une famille ou quoi, pouvoir s'en occuper pendant que nous on n'est pas là. Donc voilà, c'est toute une organisation, c'est tout un coût, et c'est pas donné à tout le monde quoi, de pouvoir y aller. Et je trouvais ça injuste en fait. Et surtout, en regardant nos pays voisins, on était vachement en retard par rapport à ça quoi. Donc il fallait peut-être pousser un petit coup de gueule, essayer d'ouvrir les yeux sur ce sujet, et donc j'avais écrit cette lettre ouverte. Alors maintenant la loi elle est passée et l'autoconservation pour choix personnel est possible. Alors après sur le terrain ça va être un peu autre chose, mais en tous les cas maintenant on a cette possibilité-là, et c'est vrai que l'autoconservation ça va de pair avec la préservation de la fertilité. Donc, est-ce que toi, tu aurais un message particulier à faire passer sur ce sujet un peu plus global de faites attention à notre vie?
faisons attention à notre fertilité, préservons notre fertilité, et si on a besoin et envie, on peut auto-conserver ces gamètes. Bah oui, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est effectivement, comme tu disais, de faire attention à notre fertilité. Et ça, ça peut être des choses du quotidien toutes bêtes, c'est-à-dire faire attention à nous, essayer de faire du sport, essayer de bien manger, de ne pas fumer, voilà, et de se sentir bien, essayer de faire attention à tous les produits toxiques, tous les perturbateurs endocriniens, parce que ça joue aussi vachement. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques années et maintenant je fais super gaffe. Voilà, il y a plein de petites choses au quotidien qui peuvent déjà faire un petit pas. Je pense qu'il y a plein de petits steps à faire. Et puis, alors on se dit toujours, c'est vrai que quand on est jeune, quand on a 20 ans, tout ça, on se dit « Oh, j'ai le temps, je pense pas encore à ça, j'ai toute la vie devant moi. » C'est ce que je me disais. Hein. La vie qui nous saoule. Qui nous saoule avec tout ça. Moi, voilà, je veux faire des tournées, des concerts, des CD, des clips, des DVD, tout ça, et qu'on me laisse tranquille et j'ai le temps de penser à ça. Oui, effectivement, on a le temps, mais le temps passe très, très vite. Et un jour, on se réveille et on a envie de faire des enfants. Et là, on nous dit, non, c'est pas possible. Ou alors, ça va être compliqué. Et moi, je me suis dit, putain, mais si on m'avait prévenu, si j'avais été au courant que à 20 ans ou à 25 ans, j'aurais pu congeler mes ovocytes, je pense que je l'aurais fait. Sans savoir que plus tard, j'allais avoir des soucis, mais en me disant, voilà, au moins c'est là, on ne sait jamais. Et vraiment, je pense que s'il y a plein de jeunes filles qui étaient au courant de ça, peut-être qu'il y aurait elles iront en tout cas auto-conserver leurs ovocytes, je pense. C'est juste qu'il y a un manque de communication, un manque d'information en fait. Et il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut en parler. Ok, merci.